Bonjour à tous, ici Jonathan Paré pour une autre émission de mon podcast Interaction Sport et aujourd'hui on parle de football et mon invité est quelqu'un qui a évolué dans la Ligue canadienne de football et pour nous en parler j'ai avec moi Carl Gourg. Et salut Carl, comment ça va? Salut Jonathan, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de te prêter au jeu aujourd'hui pour mon podcast. C'est très apprécié. J'ai bien hâte d'en apprendre plus sur toi en tant que personne, mais aussi en tant qu'ex-joueur de football, maintenant reconverti comme entraîneur. Donc, ça va être très intéressant. Et on va y aller tout de suite avec tes débuts dans le monde du football, parce qu'évidemment, tu as joué universitaire avec le Rouge et Or, tu as joué dans la Ligue canadienne, mais au départ, ça a commencé comment pour toi? J'ai commencé, moi à base, j'étais un petit gars de Bellechasse, j'habitais ici à Saint-Vallier-de-Bellechasse. Ma mère a déménagé dans le coin de Trois-Rivières lorsque j'avais 7 ans. Puis lorsque je suis rentré au secondaire, il y avait un petit kiosque de football qui recrutait les joueurs quand ils arrivent au secondaire. J'ai vu le petit kiosque, ma mère était bien contente que je vois le kiosque, que je commencer à jouer au football. Puis je me suis intéressé à ça. Je veux pas, genre j'étais un des plus gros, un des plus grands depuis que je suis tout petit. Là. Donc évidemment, de fil en aiguille, je pense que le football, ça m'a attiré naturellement, si on veut. Puis par la suite, j'ai eu beaucoup de succès dès le début. Je pense que mes entraîneurs, ils voyaient le potentiel que je pouvais avoir à ce moment-là, puis ils m'ont poussé. J'étais entouré de paquets de gens qui m'ont poussé, puis qui m'ont entraîné là-dedans. Même lorsque je suis rentré au secondaire, aux estacades, à l'Académie des estacades, il y avait les programmes sport-études qui venaient juste de commencer aussi, puis il y avait un sport-études football. Donc je me suis inscrit à ça. Donc ma passion comme grandit tout au long de mon secondaire, donc c'était vraiment ma Puis piqûre. t'avais-tu des idoles peut-être à ce moment-là, peut-être que tu voulais t'identifier, qui ont fait en sorte que tu voulais poursuivre dans le football, justement? Hey, pas réellement, non. Au secondaire, pour vrai, je me souviens encore, ça m'a frappé parce que il nous avait fait faire un travail à ce moment-là de nommer comme des joueurs de la NFL, mais j'avais aucune idée là. Et même je connaissais pas Emmitt Smith dans ce temps-là. Okay, mais moi c'était vraiment le football, c'était vraiment pour suivre mes chums de gars, suivre mes chums puis d'avoir du fun en équipe puis tout ça. Tu veux pas t'arrives dans une équipe de football de 45 amis tout d'un coup, genre que tu fais pour être dans l'équipe. Donc moi c'est plus l'esprit camaraderie, l'esprit d'équipe qui m'a attiré dans ce sport-là. Mais veux pas avec le temps, c'est sûr que j'ai développé le goût du football, j'ai développé le goût de la NFL, j'ai développé le goût de tout ce qui entoure le football, évidemment. Mais je pense qu'au début, non, c'était pas... Mais quelque chose je pense que les gens qui ont la chance de te côtoyer, t'es l'accoreur pour être un joueur de ligne. Est-ce que c'était ça au départ ou tu voulais essayer d'autres positions, mais finalement, il a fallu que tu te rendes à l'évidence que j'ai la shape d'un gars de ligne, là? Non, moi, c'est vraiment... Ils m'ont donné ce rôle-là, puis je pense que par mon caractère, tu sais, j'étais pas un gars hyper agressif, là, tu sais. Ben, c'est ça, souvent, les gars de ligne, hein, on parle, tu sais, c'est pas des gars très agressifs, c'est des gars doux, si on peut dire. Ben, la ligne offensive, oui, c'est vraiment ça. Je veux dire, pour les filles là, qui écoutent, là, je veux dire, si tu veux marier la meilleure personne qui joue au football, je pense que c'est le gars de ligne offensive, c'est les meilleurs gars au monde, là. Puis je fais partie de cette gang-là, puis même à un moment donné, mon entraîneur, à ma dernière année au secondaire, il m'a switché sa ligne défensive. Ça a duré comme 2 matchs. J'étais pas là pantoute, là. Je me faisais facilement bloquer, j'étais pas dedans, j'étais pas aussi agressif, tu sais. Donc ils nous ont juste à switcher sa ligne offensive, puis j'ai toujours joué là. Toujours, j'étais un gars d'attaque, là. J'ai toujours joué à l'offensive. Quand tu t'es emmené universitaire, est-ce que tu as été repêché? Ben, en fait, il n'y a pas de repêchage dans l'universitaire, mais tu as été approché par juste le Rouge et Or ou il y avait d'autres écoles peut-être? Non, ben, gars, juste avant, moi je suis allé aux États-Unis 1 an. OK. J'ai eu, dans le fond, quand j'ai fini de jouer aux estacades, je suis allé au Cégep de Trois-Rivières, j'ai joué 3 ans là. Puis même à ma dernière saison, ils m'ont changé de position, ils m'ont mis comme centre arrière. Okay. C'est comme fullback, si on veut. C'est une job de bloquer. T'sais, pour les gens qui comprennent, c'est quand même, faut que tu bloques aussi. C'est une job de bloquer, mais avec 5 à 10 verges élan. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi je pesais, j'étais à 6 pieds 1, 275 livres. Puis pour ceux qui connaissent un peu plus le football, moi je courais un 5-0-0, je courais un 5 flat sur 40 verges. Okay. Puis tu sais, j'étais vraiment rapide là, à 275 livres, là, puis dans le gym, je me débrouille bien, je benchais pas loin de 4 plates à ce moment-là, je veux dire, physiquement, j'étais comme plus fort que tout le monde, mais en plus, ils me mettaient une position où que il fallait que je sois violent, il fallait que j'explose du monde sur le coin de la ligne. Je veux dire, ça, j'ai vraiment eu du fun à ce moment-là. Puis, même encore aujourd'hui, en 1998, avec les Diablos, Cégep de Trois-Rivières, on a battu le record pour le plus grand nombre de verges au sol. Ah, OK. Même Joannick Mars, ici, au Cégep Lévis-Lauzon, il a failli le battre il y a 2 ans. Là. Mais le record, ça nous appartient. C'est le porteur de ballon qui est avec moi, Jean-Michel Paquette.
Il a couru pour 2095 verges cette année-là, 28 touchdowns, mais moi, j'étais son fullback. Là. Fait que, il mesure 5 pieds 4. Fait que, il se cache en arrière de moi, puis go. Ça, c'est la corollaire d'une corrélation plutôt d'une très belle coordination de la ligne offensive. Ah oui. Et le fullback, et aussi le veut pas, bon, le corps arrière, peut-être qu'il fait pas nécessairement grand-chose là-dedans, mais ça reste que tous les gars à l'offensive font le travail, parce que ça arrive que souvent les receveurs vont s'en venir avec les ailiers rapprochés pour bloquer et faire en sorte que, justement, tu puisses aller chercher d'autres verges dans la deuxième portion, parce que quand tu bats la ligne défensive, si on peut dire, les secondaires qui s'en viennent, souvent il y a d'autres blocs à faire importants. Ouais, ça, c'est intéressant. Moi, c'est ça. Je veux dire, cette année-là, en plus, on avait une grosse ligne offensive. Moi, en plus, j'étais comme le fullback. Donc, Jean-Michel, il arrivait probablement qu'il était même pas touché quand il arrivait dans le tertiaire, là, dans les débits, dans les demi-défensifs. Il y avait personne qui avait touché encore parce que tout le monde était bien bloqué. Puis là, il se sauvait pour des 50-60 verges de plaquettes. Mais par la suite... parle-moi de où tu as joué aux États-Unis. Mais par la suite, avec une vidéo, on a fait comme un vidéo recrutement, si on veut. En plus, j'avais des clips comme fullback. Donc, après ça, j'ai été recruté pour l'Université du Rhode Island aux États-Unis, dans le fond, dans la NCAA, division 1-2A. C'est pas la grosse ligue, c'est pas la division 1 là, avec Michigan, avec Notre-Dame, LSU, whatever, name it. Là. Mais moi, j'étais comme la division qui était juste en dessous. Puis ils m'ont recruté, dans le fond, j'avais fait des showcases un peu partout au Québec, tout ça, puis même en Ontario, pour me faire voir passer, puis pour avoir un full scholarship. Puis j'ai réussi à en décrocher un full scholarship là-bas, où que toutes mes dépenses étaient payées de A à Z. Dans le fond, mes livres, les résidences, les frais, les inscriptions au cours, puis tout ça. C'est comme une bourse de 25 000 US par session quand même. Là. Fait que c'est quand même une bonne grosse bourse. Là. Et comment tu as trouvé ça, ton année justement aux États-Unis? Toute la vibe alentour du football, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est la religion. T'sais, on parle ici que c'est le hockey. Mais comment tu as vécu ça, toute la vibe? Toi, tu es un Québécois qui arrive là. Ça a été comment l'intégration? Ça a super bien été. Je te dirais que c'est sûr que moi, j'étais seul le francophone là-bas. Mes meilleurs amis là-bas, c'était 3 gars qui venaient d'Ontario. C'était des gars qui étaient déjà établis dans cette équipe-là. Puis moi, je suis arrivé comme la recrue par la suite. Mais tu sais, je suis arrivé là-bas, j'avais 20 ans. Puis je me souviens parce que j'étais pas encore d'âge pour aller dans les bars. Mais tu sais, on s'entend pour dire que au cégep, on y va pas mal. Mais tu sais, j'avais plus d'expérience que ces gars-là. Mais bon, j'aime raconter l'anecdote que lorsque j'étais là-bas, pour le Thanksgiving canadien, mais il y avait une famille, justement, un de ceux qui était canadien là-bas, il s'était fait une blonde là-bas, puis genre, la famille de cette fille-là nous avait invité à faire un Thanksgiving canadien, mais chez eux. Puis là, on était tout invité les Canadiens à aller chez eux, donc on a fait un gros souper de dinde, toute la kit. Mais je parlais de football autant avec la mère de la famille qu'avec le père de la famille. Elle me posait des questions. Ouais, le carrière, c'est pas correct. Puis les lectures qu'ils faisaient, c'était pas bon. Puis c'était vraiment précis. Puis dans le fond, ils ont vraiment le football, l'ADN, ils l'ont dans le sang. Là, même la mère de la famille, je pouvais parler jaser de football avec n'importe qui dans cette famille-là. Puis ils savaient exactement de quoi on parlait. Là. Fait que c'était quand même... c'était comme... c'est ça la différence, je pense, entre les États-Unis et nous autres. Je veux dire, ils ont plus de culture. C'est la culture de football, ils l'ont plus en Ils grandissent là-dedans. Puis, ben oui. Dans leur famille, tout le monde joue au football. Tout le monde s'intéresse à ça. Puis c'est vraiment le sport des Américains. Donc, c'était vraiment ça. Là. C'est après que tu as joué universitaire avec le Rouge et Or quand tu t'es envenu? Oui. Dans le fond, je suis allé là-bas en 1999. Puis en l'an 2000, je retournais à Rhode Island, mais ils ont fait des changements dans le coaching staff et tout ça. Puis même j'étais dans les plans pour pouvoir jouer encore là-bas, je me sentais un peu moins à ma place, j'aimais moins ça un peu. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de complètement quitter genre Rhode Island, puis de revenir au Québec. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu transfères d'université, moi j'avais joué des matchs là-bas, donc il fallait absolument que j'attende 1 an et 1 jour après mon dernier match avant de redevenir éligible pour jouer universitaire. Donc mon année 2000, j'ai coaché les Diablos au Cégep de Trois-Rivières. On s'est rendu au bol d'or. mais tu sais, j'ai coaché cette année-là, mais je me suis entraîné pour te rester dans le game impliqué, un peu, c'est ça. Puis je me suis entraîné comme un fou, genre toute l'année au complet. Puis à ce moment-là, il y avait Bishop qui m'avait recruté, Concordia, évidemment, parce que mon porteur de ballon, tantôt que je parlais, Jean-Michel, il était à Concordia, lui, puis il voulait que j'aille le rejoindre. Il y avait l'Université de Laval, puis il y avait aussi Regina qui m'avait contacté aussi. Ça se passe comment quand, justement, ces universités
universités-là t'approchent, qu'est-ce qu'ils disent des fois, qu'est-ce qu'ils peuvent te promettre, jusqu'où ils peuvent aller? Puis c'est quoi la réflexion que tu te fais dans ta tête quand tu dis, bon, là, j'ai le choix de tel, j'imagine selon les programmes aussi qu'ils ont à offrir d'études? C'est sûr qu'en partant, ils parlent des études. C'est sûr que moi, à ce moment-là, j'ai étudié en administration, donc c'est pas trop compliqué de trouver trouver les universités à ce moment-là. Mais par la suite, tu regardes le programme. Quand tu vas visiter les universités, ils te montrent un peu les installations qu'ils ont, les gyms, le kit, plus les programmes d'entraînement, les coaching staff. Ils parlent évidemment du roster, genre où est-ce que tu te situerais par rapport à l'alignement qu'ils ont présentement. C'est sûr que quand on va visiter les universités, c'est sûr qu'ils vont tout le temps te matcher avec un gars que tu connais bien, puis ils vont te sortir d'un bar le soir même, donc ça va durer une fin de semaine. Mais le samedi, tu te pointes là. Mais là, toute la journée, tu passes la journée avec les entraîneurs, tu parles de football, même quand je suis allé à Regina, à Saskatchewan, ils m'ont fait passer des tests physiques. Mais tu sais, j'étais off the chart, il n'y a pas de trouble là-dedans, les tests physiques. Mais tu sais, après ça, le soir même, mais probablement que le coach donne une coupe de billes, genre, sors-moi ce gars-là, puis genre, assure-toi qu'il y a une bonne soirée, puis let's go, puis ça se passe un peu comme ça, dans le fond, le recrutement. Là. Mais tu sais, c'est passé un peu comme ça, là, une coupe de belles soirées, je peux te dire. Là. Mais tu sais, lorsque je suis venu visiter Laval, mais tu sais, comme j'ai dit en début d'émission, ben moi, je suis natif de Bellechasse. Fait que, toute ma famille vient toute de la région ici. Fait que, moi, je voyais que si je venais à Laval, ben, toute ma famille serait descendue. Non, c'est ça. Ils viennent au match. Puis... Ben oui, c'est ça. Mes cousins, mes cousines, mes amis, mes oncles, mes tantes, et tout le monde était des estrades pour tous les matchs locaux. Puis ça m'a fait triper au bout. Mais en l'an 2000, je suis juste venu voir un match ici à Laval, puis montrer les installations, puis de la façon que le programme était monté. Mais je voyais que c'était comme tous les mêmes avantages lorsque j'étais à Rhode Island, mais au Québec, tout ce qui est physiothérapie, le suivi médical. Puis ça a l'air de rien, ça, mais surtout pour un sport de contact comme ça a une très grande influence, parce que si ton équipe médicale est reconnue, et puis s'ils peuvent faire du bon travail, ben c'est attrayant. Là, si tu te blesses, justement. Ils font affaire avec les meilleurs dans la région de Québec, ça c'est sûr. Oui, ça peut être attrayant, ça c'est clair. Puis je veux dire, le vestiaire, puis tout ça. Je veux dire, c'est tout le peps, je veux dire, c'est toutes les possibilités que tu peux avoir avec cette équipe-là. Je veux dire, je trouvais ça le fun, je trouvais ça attrayant pour moi. Puis même si mon meilleur ami était à Concordia, mais je me voyais plus avec Laval parce que je me disais, je vais avoir plus de possibilités là. Combien de temps t'as joué avec le Rougeur exactement? Parce qu'il y a peut-être eu des call-outs si tu t'es fait repêcher. J'ai joué 3 ans. 3 ans, de 2001 à 2003. Même en 2001, quand je suis arrivé avec l'équipe, puis je pense que c'était un peu... Tu sais, j'avais cette discussion-là avec ma copine l'autre fois, puis je disais que... Tu sais, il y a comme 2 façons de voir comment que les joueurs aiment. Comme moi, je venais d'un programme américain, genre j'arrivais puis je transférais dans une université. Puis tu sais, moi, mon objectif, c'était juste d'être partant. Tu sais, tout ce que je voulais, c'est de jouer puis de donner mon 100% pour être partant. Tandis que j'ai déjà vu des Américains qui transféraient d'une université américaine puis ils se la pétaient un peu en se disant, ben moi, je viens d'un gros programme, nanana, puis regarde, il se forçait plus ou moins d'être pratique. Un peu le Québec de haut. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'on va en venir tantôt dans CFL. Ouais. Je pense que c'est un peu le même principe avec les Américains qui viennent dans CFL. Mais tu sais, ça, je l'ai vu un peu au niveau universitaire. Puis moi, c'était le contraire. Moi, j'arrivais dans cette équipe-là juste pour jouer. Ils m'ont donné le numéro qu'ils voulaient, je m'en sacrais un peu. Ils m'ont donné ils me disaient, tu vas jouer à cette position-là, c'est parfait. Oui, coach, c'est cette position que je vais jouer. Mais si tu me dis que je vais être partant, c'est là que je vais jouer. Puis finalement, j'ai joué garde à gauche tout le temps. Même si j'étais plus à l'aise à droite, mais gars, je me suis fermé à gueule, j'étais allé à gauche. Puis ça a fini là. Puis mon numéro 66, puis j'aurais pu avoir le numéro 65, parce que j'ai toujours eu le numéro 65. Mais quand mon numéro 70, je dis, c'est ça qu'ils m'ont donné, gars, c'est ça. Puis regarde, je voulais absolument jouer. Puis finalement, ça a fini qu'en 2001, Glenn me dit ouais, Carl, finalement t'es sur l'équipe d'étoiles au Québec. Parfait, good. Mais t'es en plus nominé genre pour le meilleur joueur de ligne offensif-défensif du Québec. Good. Puis là, il dit là, tu t'en vas à Toronto, puis là, tu t'en vas au niveau canadien. Puis là, finalement, je me ramasse sur la première équipe d'étoiles canadienne, puis j'ai gagné le JP Mattress, qui se trouve être le meilleur joueur de ligne offensif-défensif. Fait que là, finalement, j'ai gagné ça ma première année, mais tu sais, je visais même pas ça. Tout ce que je voulais, c'est j'étais full go, j'étais all out, genre, pour jouer à ma position, puis finalement... J'imagine que c'est ta meilleure année des 3 que tu as passé là. Ah, ça c'est la clair. Première, oui, en termes d'honneur individuel, je pense. Honneur individuel, oui, ça c'est clair. Okay. C'est qu'en 2003, on a gagné la Coupe Vanier. Fait que, côté, même à cette année-là, en 2003, j'étais en nomination pour gagner JP Mattress, mais je ne l'ai pas gagné à ce moment-là. Mais c'est quand même un super bel honneur que j'ai eu à ce moment-là. Mais tu sais, je veux dire,
Ma saison 2003, j'en souhaite une à tout le monde, mais à chaque pratique que j'ai fait, il n'y a pas eu une pratique que j'arrivais de reculons. Genre, j'étais tout le temps content d'aller pratiquer, puis c'était vraiment une belle saison. Pour 2003, c'était parfait. Là. On parle beaucoup de l'excellence de Glenn Constantin comme entraîneur. Toi, tu l'as côtoyé. Oui. C'est comment... quel genre de personne? Parce qu'il a l'air réservé. Il parle pas beaucoup aux médias. C'est pas quelqu'un qui... Ça a l'air d'être un homme de peu de mots, mais il est comment? Il doit connaître très bien son football, j'imagine, là, mais il est comment quand tu lui parles 1 à 1? Ah, Glenn, c'est parfait. Là. Je veux dire, Glenn, il est fun. C'est sûr que moi, je suis un joueur offensif. Fait que ça, je pense qu'à la base, il aimait bien gros recruter des gars offensifs, des gars défensifs. Je sais que il y a un moment donné où les gars se faisaient recruter par Glenn. Puis quand il arrivait sur le terrain, là, il se faisait un peu plus brasser parce que Glenn il veut absolument avoir un rendement, il veut absolument voir quelque chose de spécifique sur le terrain. Il était vraiment très sévère là-dessus. Puis quand il y a une vision puis une façon de voir les choses, mais il faut que tu le fasses puis il faut que tu le rentres sur le terrain. Puis il va te le faire savoir si. Fait que je pense que les gars défensifs qui ont été recrutés par Glenn, ils l'ont trouvé plus rough que les gars offensifs comme moi qui ont été recrutés par Glenn parce que nous, on avait plus affaire avec Justin Etier, puis c'était pas pareil. C'est sûr que. Mais moi, ma relation avec Glenn, ça a toujours été numéro 1. Genre, il a toujours été super gentleman avec moi. Il a toujours été super nice. J'ai juste des bons mots à dire par rapport à lui. Je le remercie encore de m'avoir recruté à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui font 5 ans dans le football universitaire parce qu'il y en a qui finissent leur étude en 4 ans. Ils sont éligibles à une année supplémentaire. Oui. Dans ton cas, est-ce que ça a été difficile de concilier le football et les études, puisqu'en plus, tu avais changé d'université en cours de route? Oui, c'est sûr que durant la saison, on prend un petit peu moins de cours à l'université pour être sûr de bien réussir les cours. Puis je te dirais que dans ces années-là, oui, mon bac c'était important, mais on dirait que le football, il prenait spécialement lorsque je voyais que j'avais une shot pour aller dans le CFL en plus, on dirait que les études, je les faisais. Mais donc mon entraînement était plus important si on veut que mes études. Malgré que j'ai fini mon bac à l'ERA, mais je l'ai fini un peu au travers de ma carrière CFL, lorsque je jouais ma saison CFL, puis durant l'hiver, mais je prenais des cours pour terminer mon bac à ce moment-là. Oui, parce que la saison se joue l'été, surtout c'est fini au mois de novembre. Oui. Donc tu peux quand même commencer ta session en décembre au pire. C'est en plein ça. On commençait au mois de janvier, mettons, de janvier à avril, là, j'avais le temps de faire une session d'hiver sans empiéter sur mes activités de la CFL, donc j'ai fini mon bac comme ça. Là. On en vient à la Ligue canadienne de football. Est-ce que toi, dans le fond, tu as été justement au combine là, des meilleurs? Oui. Est-ce que tu as été repêché justement dans... J'ai été repêché en 2002 par les BC Lions. Ouais. 3e ronde, 4e au total. À ce moment-là, c'est sûr que suite au combine, j'ai été invité au combine, je ne me trompe pas, c'était à Carleton ou à Ottawa, je ne me trompe pas que c'était cette année-là. À ce moment-là, tu discutes avec plusieurs équipes. Tout le monde est représenté là, tout le monde est là. Puis tu discutes avec les équipes. Je ne savais pas exactement avec qui j'allais retomber, malgré que juste avec le repêchage, l'entraîneur des O-line des BC Lions m'avait contacté puis il me posait beaucoup de questions par rapport à comment j'étais, si j'aime le football, évidemment. C'est comme la question que les recruteurs posent souvent. T'aimes-tu ça le football? Ouais, j'aime ça au bout. Mais tu sais, à ce moment-là, j'avais peut-être une puce à l'oreille, probablement que les BC étaient un peu plus intéressés à mes services. Il y a beaucoup de mouvements dans les Canadiennes. Hein. Une année, tu peux jouer pour les Lions, l'autre année à Winnipeg, dépendamment des échanges et tout ça. Tu as joué combien de temps en tout et partout? L'exemple, je te dis, mettons, équipe de pratique partant, grosso modo. J'ai fait 4 équipes en tout. J'ai commencé avec les BC Lions dans le fond parce que j'ai fait 4 camps d'entraînement, mais j'ai fait 2 saisons. Okay. Fait, dans le fond, mon 4e camp d'entraînement, là, j'ai été coupé. Ensuite de ça, c'est les Blue Bombers de Winnipeg qui m'ont repris comme en milieu d'été là, sur l'équipe de pratique à ce moment-là. Fait que j'étais pas sur le roster, j'étais pas habillé au match. Sur l'équipe de pratique, je gagnais 500-600$ par semaine, gros max. Ouais, c'est ça, je vais emmener au contrat. Comment ça marchait. Puis après 4 ou 5 semaines avec les Blue Bombers, je voyais que Hamilton il tirait de la patte un peu, puis il y avait beaucoup de joueurs de ligne qui étaient blessés. Fait que j'ai juste dit aux Blue Bombers, c'est bien gentil, je vois pas que je vais faire le roster ici, donc je vais juste casser mon contrat, puis je m'en vais avec Hamilton. Puis Hamilton, c'était l'ancien DG justement des BC Lions qui était là. Fait que je l'ai contacté, je dis, avez-vous de la place pour moi, je m'en viendrai tout de suite. J'étais arrivé là-bas, puis une semaine plus tard, j'étais sur le roster, j'étais activé, puis je jouais régulier là, avec Hamilton.
Puis par la suite, l'année d'après, j'ai été coupé par Hamilton au camp d'entraînement. Puis j'ai eu un autre petit try-out avec les Stampeders de Calgary à ce moment-là. Ça, c'était en quelle année? En 2007. OK. En 2007. Puis dans le fond, aucune nouvelle des Alouettes, ils t'ont jamais... Lorsque je suis allé pour les Blue Bombers, ils m'assuraient que j'allais faire l'équipe de pratique. Okay. Tandis que les Alouettes m'ont contacté en même temps, mais les autres, ils disaient, c'est juste pour un try-out, c'est juste pour venir voir comment tu te débrouilles et tout ça, puis on garantit rien par contre. Là, à ce moment-là, je me disais, mon cœur me disait, j'aimerais ça aller aux Alouettes, je trouvais ça le fun de jouer pour Montréal. Même à ce moment-là, j'ai appelé Glenn, j'ai dit, Glenn, qu'est-ce que t'en penses? Et là, mais Glenn, il me dit, c'est comme dans un bar, t'as une fille dans le char, puis t'as l'autre tu voudrais avoir qui est encore dans le bar, mais genre, t'en as déjà une dans le char, fait que tu sais, ramène ça qui est dans le char. C'est une image qu'il m'avait faite, mais genre, je me disais, ok, je vais aller avec Winnipeg à ce moment-là pour être sûr. T'sais, je l'ai en banque, je l'ai présentement, fait que je vais aller avec Winnipeg. Mais tu sais, le plus proche que j'étais avec les Alouettes, c'était pas mal plus. Parce que les joueurs qui font pas l'équipe active, si on peut dire, les 53 joueurs, je pense, qui parlent, là, si t'en vas dans l'équipe de pratique, puis peux-tu me faire une espèce de portrait, c'est quoi l'équipe de pratique, puis en termes de contrat, c'est quoi aussi ça ressemble à quoi? À la base, là, dans le CFL, il n'y a aucun contrat de garantie. Là. Fait du jour au lendemain, ils peuvent prendre ton contrat puis le déchirer en deux, puis c'est terminé ton aventure. Là. Tandis que, même sur l'équipe de pratique, c'est la même chose. Tandis que, mettons, quand tu fais le roster, mettons, les 53 joueurs qui sont habillés match après match, c'est ton contrat que tu as signé. Mettons que ton contrat, c'est, on va dire, mettons, 36 000 mais ton 36 000 est divisé en 18 games, là, tu as comme un 2000 $ par game qui te donne à chaque semaine ou 2 semaines. Puis lorsque tu es sur l'équipe de pratique, c'est comme un contrat pour pratiquer. Là, c'est comme tu gagnes tu peux négocier ça, évidemment. Là, tu peux, mais comme le minimum qu'ils doivent te donner, c'est comme 500 $. Mais là, on parle de 2005, 2006, 2007. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus, mais encore là, j'ai fait une coupe de recherche. Ça n'a pas augmenté j'ai l'impression. Là. Mais peut-être que tu peux faire un 700-800 $ par semaine, mais encore là, tu es logé à l'hôtel. Tu manges dans un resto un peu, je veux dire, tu cuisines pas, t'es pas, à moins que tu es logé, genre c'est un joueur qui est plus vétéran, mettons là, que tu sais, mais sinon moi quand j'étais à Calgary, le dernier coup je suis allé dans le CFL, mais j'étais pas dans une chambre d'hôtel avec pas beaucoup de restaurants alentour, tu manges un peu de junk, tu manges, t'es tout seul à ta chambre d'hôtel, tu descends juste pratiquer, tu reviens, puis c'est tough, là. Pour vrai, là, c'est l'équipe de pratique, c'est tough, là. Puis c'est quoi? Est-ce que vous pratiquez en même temps que l'équipe normale? Ah, tu fais les mêmes activités. Pendant la semaine de préparation, tu fais les mêmes activités. Pour être prêt au cas où il y ait trop de blessures à la position, mettons. Ouais, ça, t'as espérance ça arrive, là, mais sinon, tu fais tous les scouts, là, dans le fond. Mettons que c'est les Alouettes qui jouent contre Hamilton, mais toi, tu ferais comme tous les jeux d'Hamilton. Mettons, tu dis, mettons que je suis un O-line. Là, j'apprends les jeux d'Hamilton, puis quand la défense des Alouettes arriverait, mais je pratiquerais mes joueurs en faisant les jeux d'autres équipes. Là. C'est quoi les forces de la Ligue puis les faiblesses peut-être? Tu sais, toi, t'as été là quand même longtemps. T'as pu voir ça, j'aime ça j'aime moins ça. Qu'est-ce que pour toi a fait que ça a été une force puis ça une faiblesse? Peut-être que ça paraît un peu moins au Québec, mais je veux dire, dans l'Ouest, c'est vraiment fort. Tu sais, tout ce qui est le fan base dans l'Ouest, c'est vraiment fort. Tu sais, quand j'étais à Calgary, le match qu'on a joué, c'était contre Saskatchewan, mais tu sais, dans la moitié des estrades, c'était vert, là. Tu sais, les fans des Riders, là, ça suit. Ouais, c'est ça, dans le vieux Mosaic Stadium, là, à Taylorfield. Là. Ouais, c'est ça. Non, je dirais que, tu sais, je veux dire... Le fan base de la CFL en général, c'est super bon. Pour vrai, là, c'est sûr que moi, présentement, la façon que je vois ça aller, c'est que au Canada, présentement, on est juste 32 millions d'habitants. Je veux dire, le fan base, tu peux pas vraiment l'augmenter. Non, c'est ça. Ouais. Moi, présentement, en tant que fan, c'est sûr que là, présentement, je regarde la CFL en tant qu'un fan, si on veut, qu'il regarde à la télévision. Moi, je trouve que c'est un peu long. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de publicité. Peut-être je trouve que il y a peut-être des croûtes à manger un peu. Genre, j'ai beaucoup aimé genre la AFL que cet hiver où il y a assez d'accélérer le tempo et tout ça. Je pense que la CFL pourrait peut-être se diriger un peu plus vers là où parce que même la NFL, même dans le dernier Super Bowl, j'ai constaté que c'était plus vite un peu. Je pense que c'est ça serait vers ça. Je pense que le sport devrait diriger un peu plus. C'est juste accélérer, qu'il y ait un peu moins de temps mort, qu'il y ait tout le temps de l'action, puis que, tu sais, oui, on comprend que les sponsors, les publicités à la télévision, genre, c'est avec ça que les équipes font leur argent. Je comprends ça. Mais, tu sais, encore là, je veux dire, il
faut que tu offres un produit, faut que tu offres un spectacle. Moi, je trouve que c'est là que la CFL pourrait peut-être améliorer un peu plus ce spectacle, juste en accélérant le produit, si on veut. Là. Puis là, il y a beaucoup de gens qui regardent la Ligue canadienne. Bon, après, les rangs universitaires, puis même les partisans regardent la Ligue canadienne. C'est pas intéressant, c'est 3 essais. Puis quand tu manques un botté de placement, c'est 1 point. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui dénigrent la Ligue, mais quand même, elle a beaucoup à offrir parce que c'est quand même des professionnels qui jouent dans cette Ligue-là. Là. Ah, ça, c'est clair, mais je pense que ça revient avec mon point de tantôt. Je veux dire, c'est peut-être au Québec qu'on pense ça, mais je veux dire, dans le restant du Canada, tout le football fonctionne à 3 essais. Là. Même les tout petits fonctionnent à 3 essais. Là. C'est juste au Québec qu'on marche avec un système que, comme notre juvénile cadet, tout ce qui est amateur, si on veut, là, à part évidemment le collégial, l'universitaire, mais je veux dire, tout ce qui est football amateur au Québec, ben, ça fonctionne à 4 essais, mais avec les règlements de la Ligue canadienne. Okay. C'est comme, on a comme un produit hybride, si on veut, au Québec, là. Mais si on s'en va du côté américain, du côté canadien, anglais, mais eux sont habitués de voir du football comme ça, puis pour eux, je pense que c'est le meilleur football qu'il n'y a pas. Mais encore là, je pense que moi, j'aime beaucoup notre football québécois où on a 4 essais, puis je trouve que ça... Justement, on botte un petit peu moins d'unités spéciales. Oui, un petit peu moins de passes, évidemment, mais je veux dire, encore là, le produit québécois, il s'est vraiment beaucoup amélioré côté passing game et tout ça. Là. Mais, tu sais, je veux dire, pour le côté CFL, je pense que c'est vraiment fort. Je veux dire, les personnes qui pensent voir, mettons, un merge entre la NFL et la CFL, je pense pas que ça va arriver. Juste le fait qu'on soit juste 32 millions au Canada. Ouais. Mais, tu sais, aux États-Unis, sont 10 fois plus, sont 329 millions. Mais, tu sais, je pense que notre football canadien va rester comme ça, même que je pense qu'il y a déjà des pourparlers pour que le football amateur au Québec devienne 3 essais aussi. Fait que c'est pas impossible que on va faire une autre entrevue, probablement dans 5-6 ans, peut-être que ça va même avoir changé à ce moment-là. Là. On parlait tantôt avant de parler de tout ça, de ton parcours hors des zones, finalement. Des joueurs américains qui viennent jouer dans les Canadiennes. Tu sais, on parle souvent là, qu'il y a des gars qui sont venus, on pense à des Ricky Williams, on pense à des Troy Smith qui a été MVP dans la NCAA, on pense récemment avec les Alouettes Michael Sam, on pense à des Johnny Manziel également qui est venu. Qu'est-ce qui fait en sorte que les joueurs américains ont de la misère, et même, je te dirais, pas juste les joueurs, les coordonnateurs aussi, puis les entraîneurs souvent américains. Regarde Dan Hawkins avec les Alouettes il y a quelques années, Mike Sherman récemment avec les Alouettes. Qu'est-ce qui fait que on dirait qu'il y a comme une espèce de difficulté d'adaptation des Américains ici? En partant, le football canadien, il y a un gars de plus sur le terrain. Là. On fait quoi avec ce gars-là? T'sais? Mais tu sais, la plupart, on ajoute un receveur, mais on fait quoi? C'est comme toutes les tracés de passe, tout ce qui est les systèmes déjà développés pour des situations de 3 receveurs, mais là, tu fasses des situations avec 4 receveurs, puis juste des timings, puis c'est pas pareil, c'est pas pareil pantoute, là. Puis en même temps... Le terrain est plus grand aussi. Le terrain est plus grand, ouais, c'est ça. En largeur, il y a comme un... c'est 110, c'est 65, ça veut dire qu'il y a 15 verges de plus en largeur. En longueur, tu as un 10 verges de plus. Même les end zones sont 20 verges de profond au lieu d'être 10 comparativement à la NFL. Le terrain est pas mal plus grand, puis en même temps, tu as un joueur de plus. Ces lignes, il y a une verge entre les deux lignes présentement, entre la ligne offensive et la ligne défensive. Il y a beaucoup de points techniques ou des points qui sont extrêmement différents qu'on pense c'est banal, mais pour un entraîneur, c'est quand même compliqué. Genre, faut que tu t'habitues à ça, puis faut que tu t'adaptes à ça aussi. Puis peut-être que ceux qui ont le plus de succès dans cette ligue-là, présentement en tant qu'entraîneur, mais je pense c'est ceux qui sont capables justement d'assimiler ces règles-là rapidement. Puis du côté des joueurs, mettons, ceux qui ont connu du succès, c'est pas énorme, là, les joueurs américains qui ont connu beaucoup de succès dans les Canadiennes. Là. Non, ben c'est un peu comme moi tantôt quand j'expliquais quand un joueur américain qui vient au Canada, on s'entend pour dire que la CFL, c'est pas pareil comme la NFL. Mettons quand il y a un joueur qui a fait un camp pro en NFL ou il a fait 1 an, 2 ans dans une équipe NFL qui vient de jouer dans la CFL, mais pour lui, tu te dis, OK, là, je gagnais 500, 600, 700 000 de US. Là, je tombe à un salaire de 70, 80, 90 canadiens. Déjà, le salaire, c'est pas pareil. Puis tu te dis, OK, là, c'est une sous-ligue. Dans leur tête, c'est ça.
Mais il y a comme deux façons de penser. Je veux dire, soit tu arrives dans cette ligue-là, tu te dis, je vais défoncer la ligue, je vais faire du mieux que je peux justement pour m'en servir comme tremplin pour retourner en NFL, ou tu arrives dans cette ligue-là, puis... Parce que toi, tu en as côtoyé des Américains, justement, qui s'en venaient. Là, ouais, c'est ça, j'en ai côtoyé là, une couple là-dedans, c'est clair. Puis genre, les carrières qu'on avait, lorsque je suis arrivé avec les BC Lions, on avait Casey Printers avec Dave Dickinson. C'était deux gars qui ont joué un peu à NFL, puis tout ça. Même Dave, il a joué pour les 49ers à ce moment-là. Mais attitude exemplaire, il savait exactement, puis il s'était super bien adapté. D'ailleurs, il est entraîneur-chef. Entraîneur-chef avec les Stampeders de Calgary présentement. Ouais. Puis je pense que c'est un peu vers là que les Alouettes pensent qu'il essaie de faire présentement là, Gary Jones, là, peut-être de prendre un ancien carrière qui comprend la game. Mais tu sais, les joueurs américains, ceux qui ont le plus de succès, c'est ceux qui se disent, ben crime, ils mettent leur ego de côté, puis c'est juste des athlètes, puis ils essaient de performer du mieux qu'ils peuvent, puis c'est comme ça fonctionne. Mais ceux qui se poussent pas, mais ça reste que c'est une business, puis si tu sais pas la faire, ben comme tantôt j'ai dit, ils peuvent déchirer le contrat n'importe quand, puis ils vont prendre un autre. C'est ce qui leur donne la latitude. C'est pour ça que je te disais tantôt, il y a beaucoup de mouvements. Là. Dans les Canadiennes, un contrat non garanti, tu fais pas l'affaire. Puis c'est pour ça que je regardais, là, à chaque semaine, quasiment, les Alouettes rajoutaient des joueurs sur l'équipe d'entraînement, en enlevaient, parce que bon, on faisait peut-être pas l'affaire. Spécialement au mois de septembre, là, lorsque c'est la fin des camps de la NFL, les gars qui se font couper de la NFL, nous autres, dans la CFL, on checkait ça aller, on dit un tel se fait couper, là, s'il se trouve pas de la job dans la NFL, mais ça se peut que dans 2 semaines, ils retontissent au nord, là, puis qu'il y en a un qui se fasse jumper pour un gars dans la NFL, mais tu sais, c'est une business qui est quand même assez... je veux pas dire hypocrite, là, mais c'est quand même assez rough, là, je veux dire, c'est plus juste genre je joue pour une équipe, c'est mon équipe, puis le sentiment est fort, puis tout ça, puis non, c'est plus ça pantoute, là, c'est vraiment une business, là, puis c'est comme ça fonctionne, là. On parle dans les derniers jours des Alouettes, puis je veux qu'on finisse le segment sur la Ligue canadienne, je peux pas passer par-dessus ça. Tu sais, les Alouettes actuellement, on voit que c'est la déroute depuis des années, depuis en fait que Mark Trestman est parti comme entraîneur-chef. Depuis l'ère Jim Pop, on l'a critiqué, mais ça reste qu'il a quand même amené des équipes gagnantes. Puis là, tu regardes toute la saga avec le propriétaire, tu regardes la saga avec le directeur gérant, avec le corps arrière qu'on a de la misère à développer. On dirait qu'avec les joueurs sont mêlés sur le terrain avec les systèmes de jeu. J'ai le goût de te demander qu'est-ce que tu penses de la situation, avant qu'on rentre dans les détails peut-être de chaque sphère de l'équipe. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuellement des Alouettes? Moi, pour être franc, à base, j'ai jamais aimé les Alouettes. Mais, tu sais, sauf que je trouve ça plate parce que c'est la seule équipe qu'on a au Québec présentement. Je veux que cette équipe-là ait du succès pour les jeunes, puis tout ça, puis je veux que, tu sais, rallier le plus de monde au Québec au football, puis je pense que c'est les Alouettes, ça reste une image de marque là, au niveau du football au Québec. Parce que l'Impact l'a fait avec le soccer au Québec. Ben oui. Donc, tu sais, si les Alouettes le font avec le football au Québec, ça peut être bien, là. Ben, ça c'est clair. Je veux dire, plus que les Alouettes vont bien, là, présentement, j'entends parler que l'an dernier, on fait un déficit de 4 millions. Cette année, c'est en ligne pour un autre déficit de 8-9 millions. Wow, t'as peu, là. Ça va pas bien, là. Là, présentement, j'ai l'impression que l'équipe est à l'abandon un peu, puis là présentement c'est la Ligue qui a repris l'équipe. Je pense que ça pourrait juste être bon justement que ce soit un groupe financier qui ont à cœur l'équipe, qui veulent reprendre ça, puis ça pourrait juste être de bon augure. Mais je sais pas si tu as déjà joué pour un DG, tu sais, puis moi je veux pas m'attaquer à la personne personnellement de Kavis Reed, mais on s'entend que Kavis Reed, partout où il a passé, n'a pas eu de succès. Si tu es un joueur avec les Alouettes actuellement, je sais pas si tu as déjà été dans cette situation-là ou pas, mais tu peux peut-être m'aider à essayer de comprendre. Moi, jouer pour Kavis Reed ou jouer pour une organisation en déroute, je serais mêlé moi-même. Je veux dire, tu veux jouer à 100%, mais en même temps, tu penses que l'organisation se fout de toi ou se fout un peu des partisans parce qu'ils vont chercher pas mal n'importe qui, ils font des transactions, puis ils vident quasiment l'équipe. T'as pas de relève, comme la transaction de Menzel t'a donné des choix de première ronde, t'as été donné Chris Williams que tu venais d'aller chercher, un gros receveur. Ça doit être mêlant un peu dans une équipe professionnelle comme ça. Oui, t'es payé, mais j'ai comme un peu de misère à savoir c'est quoi la perception que tu aurais de jouer dans une genre moi, d'équipe comme ça. Je l'ai vécu un peu quand je suis arrivé avec les BC Lions en 2004-2005. C'était Wally Bono qui calait toutes les shots. T'es encore là d'ailleurs. Là, c'est ça. Lui, il est tout le temps dans l'entourage. Lui, il est solide. Là, le GM, en plus, il s'occupe un peu comme
tout ce qui entoure l'équipe, l'administration de l'équipe, il est vraiment solide là-dedans, puis le cap salarial, puis tout ça. Il faut que tu sois à l'aise avec ça. Il faut pas juste que tu sois à l'aise avec juste une facette, juste de recruter des joueurs ou faire des transactions, mais il faut que tu sois à l'aise avec le front office, engager des coachs, la relation avec les joueurs, puis tout ça. Puis je veux dire, peut-être que Kevin Street, d'après moi, il est peut-être pas à l'aise avec toutes les facettes du jeu, puis c'est probablement ça que j'ai l'impression qu'il fait un bon move. Mais pour chaque bon move qu'il fait, il en fait 3 qui est juste pas rapport qu'on tout le monde critique. Puis lorsque j'étais à BC, c'était hyper solide, l'organisation c'était solide. On avait souvent du bon backup qui s'en venait, du renfort en masse qui s'en venait à chaque saison. Puis c'était souvent des bonnes décisions que le directeur général faisait. Mais lorsque je suis arrivé à Hamilton après ça, là, c'était comme un coach par intérim. Là, il s'est monté comme un coaching staff sur le fly. Là, on était coaché, mais on avait l'impression que le playbook, genre, c'était hyper simple. Parce qu'il n'y avait pas le temps de tout finaler qu'est-ce qu'il voulait ou quoi que ce soit. T'sais. Là, j'ai l'impression que probablement que pour les prochaines semaines avec les Alouettes, ça va probablement être ça. Parce que là, dans le fond, c'est le coach en chef, Mike Sherman qui est parti. Sherman qui est parti, qui a tout monté son playbook, qui a tout monté ses affaires. Finalement, il n'est plus là. Puis là, c'est Carey Jones qu'il faut qu'il reprenne ça sur le fly. Puis lui, en plus, il venait d'arriver cette année là, comme coordonnateur offensif. En plus, c'est ça. Fait que, c'est pas une situation facile non plus. Puis je veux dire, toute cette confusion-là, c'est sûr que ça... pour des joueurs qui ont plus d'expérience, mettons comme Luc Brodeur-Jourdain qui voit ça aller, tu te dis ok, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas, puis c'est plate parce que l'environnement c'est pas positif, c'est pas productif, tu n'as pas l'impression que tu progresses, tu sais. Tu as l'impression que tu veux juste te sortir ta tête de l'ordre. En même temps, collectivement, quand les gens te posent des questions aussi, t'es un Québécois. On dirait que t'as comme l'impression de vouloir te cacher, là, tu sais. Parce que t'entends les commentaires des gens qui appellent à la radio ou qui se parlent entre eux, qui vont au stade, qui sont déçus par les Alouettes. Je suis pas sûr que des Québécois, justement, comme Luc Brodeur-Jourdain, tu fais bien de mentionner, qui est très content de ça, là, t'sais. Ah, c'est sûr que non. Je veux dire, en tant qu'athlète professionnel, tu arrives là-dedans, puis tu veux juste être au meilleur de toi-même. Tu veux être dans un environnement pour pouvoir produire et avoir du succès. Mais là, présentement, t'as pas l'impression que... En plus, il commence la saison, puis tu te dis, tu vois pas le bout du tunnel, tu te dis, Caroline, ça va être... À qui on va être vendu? Entre autres, tu sais, puis genre, encore là, d'après moi, les joueurs doivent même pas y penser, pour vrai. Ils doivent juste penser à la prochaine game, puis à essayer de survivre, puis essayer de faire de quoi qu'il y a de l'allure. En plus, ils vont jouer contre les Tiger Cats 2 fois en 2 matchs, là, puis c'est une grosse équipe, là. Tu te dis, comment on va faire pour les battre, ces gars-là, genre? Mais comment on va faire pour juste survivre contre ces gars-là? Puis on n'a même pas carrière partant, on sait même pas qui notre carrière partant, c'est comme... Ça m'amène à ma dernière question par rapport à la Ligue canadienne. Pour bâtir une équipe gagnante, selon moi, dans la Ligue canadienne, ça prend un carrière étoile. Les Alouettes ont eu de la misère avec les dernières années avec des carrières qui ont été coup-ci, coup-ça, si tu me permets l'expression. Puis il y a eu d'autres équipes aussi qui ont été mauvais pendant des années, qui là sont revenus un peu au sommet parce qu'ils ont des bons carrières. Est-ce que tu penses que ça part absolument par le corps pour avoir du succès dans la Ligue canadienne parce qu'il faut que tu aies un bon bras dans cette ligue-là? Là? Entre autres, moi je pense que oui. Là. Je veux dire, quand j'étais avec BC, je reviens encore avec BC, mais quand j'avais Dave Dickinson, il découpait le terrain, ça avait juste pas rapport. Là, même en tant que joueur de ligne offensive, on faisait juste sortir notre stance, on mettait nos mains sur le joueur défensif, puis la balle était partie. Là. Puis, c'était vraiment fait qu'Anthony Calvillo, là, il savait exactement où qu'elle attaquer, c'était quoi ses lectures, puis un carrière hyper intelligent, genre, t'as juste 3 essais, là, faut que tu maximises chacun des essais, puis tout ça. Puis évidemment, le carrière, c'est une grosse pièce maîtresse dans cette ligue-là, ça c'est clair. Puis quand on l'a vu dans le passé, Hamilton, ça a pris du temps avant qu'ils trouvent un carrière qui était solide. Puis ils ont été dans les bas-fonds pendant un méchant bout. Là, puis c'est pas par le repêchage que tu peux repêcher un carrière. Là. On l'a vu. Les Alouettes ont pris Hugo Richard, mais je veux dire... Il est rendu des unités spéciales. Là, ben ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu l'idée de le faire jouer. Là. Ça, c'est sûr que non. Là. Mais tu sais, je veux dire... C'est compliqué parce qu'il faut que tu reprennes un gars que tu vois, que tu as espérance qu'il soit pas pris dans la NFL, puis tu vas le prendre, tu prends un guess, puis quand il est bon, ta franchise est bonne pour un 5, 6, 7, 8 ans, là, quand tu as un bon carrière. Mais quand tu n'as pas un, là, tu restes dans le fond là, longtemps. Là. Non, c'est ça, parce que dans les Canadiennes, quand tu es bon, t'attires les foules, puis quand tu es mauvais, les foules, ils vont pas. C'est un peu ça la fragilité de la Ligue. Là. C'est pas ancré encore ici, au Québec surtout. Là. Au Québec surtout, oui. Ça, je te dirais. Là,
dirais Montréal, peut-être là. aussi à Toronto, parce que je pense que les Argonauts ont le même syndrome un peu que les Alouettes. Si l'équipe va moins bien, il y a moins de monde. Puis surtout qu'ils jouent dans un stade de soccer, c'est pas à eux. Ils jouaient un certain temps au Rogers Center, le stade des Blue Jays. Eux, quand on parle d'instabilité, eux aussi en ont certains. Ça, c'est clair. Toronto, malgré que Toronto, l'avantage, c'est que là, ils jouent à Toronto. Tu sais, c'est une mégapole. Je veux dire, c'est une super de grosse ville. En Amérique du Nord, Toronto, c'est une des plus grosses villes en Amérique du Nord. Fait que, tu sais, quand tu dis que tu t'en vas dans la CFL, mais finalement, tu vas jouer pour la plus grosse équipe de la Ligue, ben, je veux dire, en termes de visibilité, en termes de ville, entre autres, là, mais crime, tu peux recruter un peu plus de joueurs avec un peu plus de hype que quand tu t'en vas à Montréal, dans une province canadienne avec des impôts, des taxes dans le tapis. Ça fait une différence. Ça fait une grosse Mais différence. dans tous les sports, on voit ça. Puis, des fois, on se pose la question pourquoi ils viennent pas à Montréal plutôt qu'aller à Toronto ou dans le sud des États-Unis. Mais c'est une question d'argent au bout du compte. Non, c'est sûr. Je veux dire, même moi, quand j'ai fait mes impôts après ma première saison avec BC, j'ai fait juste le calcul entre Québec puis Vancouver. Mais là, je vais faire mes impôts à Vancouver, je pense, parce que là, non, c'est ça. J'ai passé plus de temps là-bas, une chance, parce que là, ça me donne une chance de pouvoir faire mes impôts là-bas. Mais la différence est énorme. Là, je veux dire, je pense que pour un athlète, c'est important, là, l'argent que tu fais dans tes poches. Je veux dire, moi, j'ai juste joué 3 ans. Tu essaies de maximiser genre l'argent que tu vas aller chercher à ce moment-là. Je veux dire, n'importe quel athlète, je veux dire, c'est pas, tu joues pas à l'infini non plus. Donc, non, c'est ça, les carrières sont plus que tu peux aller courtes, chercher, c'est ça. Le plus d'argent que tu peux aller chercher, mais tu le fais, là, let's go. On va aller maintenant sur un plan plus personnel parce que, bon, t'es rendu entraîneur ici au Cégep Lévis-Lauzon. T'as été au secondaire dans les dernières années. C'est quoi tes plans, je te dirais, à moyen, à long terme? Parce que là, t'as monté d'un grade, là. T'as monté d'un niveau. Ouais. Là, t'es rendu au Cégep. Qu'est-ce qui te motive, là? J'imagine que c'est de rester peut-être quelques années ici, mais c'est quoi que t'espérais, là? Moi, mon place, d'aller prendre la place à Glen, non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Non, pour vrai, moi, j'habite à Beaumont, là, qui se trouve à être genre à 10 minutes du Cégep, Ouais. là. J'ai ma petite maison, là, en campagne, tout va bien. Puis, je pense que le Cégep Lévis-Lauzon, les Faucons, présentement, c'est l'équipe la plus haute, si on veut, à Lévis présentement. Il n'y a pas une équipe, il y a pas une équipe junior majeure de hockey, il n'y a pas une équipe de baseball. C'est comme l'équipe la plus haute qu'il n'y a pas à Lévis présentement. Puis je coach là-dedans, puis j'adore ça. Je veux dire, moi présentement, je me fais pas de plan à long terme ou à moyen terme. Moi, je me vois dans cette équipe-là. Moi, je suis bien là-dedans. Puis je veux dire, le football présentement, je veux pas dire que je base ma vie sur le football, mais je veux dire, c'est ma plus grande passion. C'est ça que je veux faire dans la vie. Je trouve, c'est ce que j'aime faire. C'est aussi que j'ai 20 minutes, une demi-heure à rien faire, genre sur mon téléphone, mais je vais aller voir des vidéos de football puis essayer de m'améliorer. C'est quoi ton quotidien nécessairement? Parce que pendant la saison, c'est l'année scolaire, des gars. Le reste du temps, c'est quoi que vous faites? Vous faites du recrutement plus? Vos journées ressemblent à quoi? Ben, là, dans le fond, je viens juste de finir ma première année avec le Cégep. C'est sûr que moi, cette année, on a eu la situation où que mes 5 partants, sa ligne offensive, ben ils sont tous partis. Là. J'ai plus personne. Donc moi, ça me prenait il fallait qu'on recrute, puis évidemment, je me suis plus impliqué dans le recrutement cette année. Lorsque Pierre-Alain Bouffard, notre coach en chef, il me dit ben garde tel nom, ben c'est un de ceux qu'on veut recruter, mais tu peux aller y parler, puis ça, puis essayer de le convaincre, puis explique-lui ce qu'on fait, puis ça, puis ben, c'est sûr que je vais m'impliquer dans le recrutement le plus que je peux. Puis évidemment, moi j'ai coaché 8 ans au secondaire, j'ai coaché avec les Corsairs de Pointe-Lévis qui est juste à côté. Je sais un peu c'est quoi le recrutement, je sais un peu comment ça peut être compliqué. Puis je pense que c'est important d'appuyer mon coach en chef et d'essayer de lui donner le plus que je peux pour que notre équipe ait du succès là-dedans. Fait que c'est ça que je m'applique le plus possible. C'est ça que je parlais tantôt, parce que là, tu es l'entraîneur de la ligne offensive. Oui. Mais est-ce que tu te vois en chef un jour? Est-ce que tu penses peut-être avoir ces vues-là dans quelques années? Non, je pense pas, parce que vu qu'on joue en Division 1, même je dirais en Division 2 aussi, là, c'est une job à temps plein. Okay. C'est réellement un job à temps plein. Puis moi, j'ai 3 enfants, je veux dire. Puis en plus, je suis facteur pour Post Canada. Je veux dire, je travaille pour le gouvernement du Canada, j'ai ma pension, puis toute la quête. Je peux pas dropper ma job gouvernementale pour c'est pas que j'aime pas ça. C'est ça, je pensais pas que le chez coach en chef était à temps plein. Parce que toi, j'imagine coordonnateur, t'es là pour le camp puis des choses comme ça. Non, mais moi je suis juste coach de position, donc moi les pratiques, ils me donnent l'horaire, bang, tu te présentes à ces pratiques-là, puis en dehors de tout ça, mais je fais ma préparation, je fais du vidéo, je prépare mes pratiques, tout ça, puis je fais mon travail à l'extérieur. Puis quand j'arrive sur le terrain, ben je donne un 2 heures et demie par soir avec l'équipe, puis c'est ce que je coach tout simplement.
tandis que coach en chef, ben là, mettons que comme nous, on a recruté une couple de Français dernièrement, mais tu sais, c'est de faire affaire avec l'ambassade canadienne pour être sûr que les gars ils viennent. Tu sais, il y a un paquet de petits détails comme ça, puis en même temps, le suivi académique, en même temps, c'est le suivi, le recrutement, justement. Là, j'ai vu cette année, c'était quoi le recrutement, puis hey, c'est la jungle, là, je veux dire, en Division 1, là, genre, tout le monde s'arrache les meilleurs joueurs, les meilleurs prospects de la région. En plus, ici, dans la région, ça arrive sud, mais c'est dans la région de la capitale, mais on est 4 équipes de Division 1. Fait que, tu sais, on a toutes les mêmes recrues dans le radar, puis, tu sais, on s'arrache ces gars-là, puis, mais nous autres, c'est sûr qu'on a comme un avantage qu'on est sur la Rive-Sud, puis on essaie de passer à la gratte sur la Rive-Sud. On veut vraiment recruter les meilleurs prospects de la Rive-Sud dans notre cours, puis, tu sais, à la date, on réussit bien, puis je pense que c'est un peu là qu'on peut avoir du succès dans le futur. Mais, tu sais, je veux dire, que moi, mettons que je décide juste de tomber coach en chef d'une équipe collégiale Division 1, non, je pense pas que ça arrive vraiment. Quelle valeur t'as retiré en jouant au football, tu sais, les bienfaits de tout ça? Parce qu'on parle souvent que le football, puis même le hockey ou le sport apporte du positif. Tu sais, ça nous prépare à la vie, ça nous prépare au travail. En quoi, toi, ça a eu un impact sur ta vie personnelle et professionnelle d'avoir joué, compétitionné au football? Ça a peut-être rien eu rapport, peut-être, là, mais je suis curieux de voir qu'est-ce que... Ça a rapport certain. On dirait que j'ai vécu tous les camps professionnels que j'ai fait, partir à l'étranger quand je suis parti à Rhode Island, il y a un paquet de situations que je me dis, crime, j'ai vécu pire, tu sais. Quand j'arrive durant l'hiver ou peu importe, genre, je sais qu'il fait fret ou whatever, genre, je peux tout le temps me dire, genre, mais crime, j'ai vécu pire avec le football, tu sais, genre... Puis j'ai vécu quelque chose de plus difficile dans ma vie où, tu sais, j'ai eu des... Puis, par de football, j'ai pu voyager partout. J'ai participé à une Coupe Grey en 2004 où j'ai joué devant 52 000 personnes. Tu sais, j'ai vraiment eu des hauts, puis tu sais, je veux dire, c'est juste via le football que j'aurais pu vivre ça, puis je pense que j'en tire juste des bons souvenirs. Puis, pas. Aujourd'hui, je suis blanc à cause du football. Je suis allé tout seul à l'université, j'étais francophone, mais il a fallu que j'apprenne le football. Puis, toutes les connexions, toutes les ce qu'on veut, les rencontres que j'ai faites, je veux dire, je dois ça au football. Puis même encore aujourd'hui, j'ai 40 ans. Puis je me vois encore faire du football parce que c'est ma passion présentement. Puis comme je te dis, chez nous, genre, j'ai un petit demi-heure, 20 minutes, je fais du foot. Puis je parle de foot. Puis ma blonde elle embarque là-dedans. Je ne cœur pas ma famille avec ça non plus. C'est une passion. Hein, c'est sûr que pour moi, rendu à l'automne, ben, on organise l'horaire familial en fonction que je coach puis que je peux me rendre jusqu'au bout de ma passion. Là. Puis, tu sais, on parlait tantôt là, de ça peut préparer pour le futur, mais ça forge quand même le caractère. Ça forge. Tu sais, il faut quand même que tu puisses te battre pour un poste. Donc, quand tu arrives dans la vie de tous les jours et tout ça, ben, les imprévus que tu peux faire face, ben, tu les as déjà vécus comme en étant joueur. Puis, c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Puis ça, ben, tu essaies, j'imagine, de le retransmettre aux gars, aux joueurs que tu coaches pour leur faire réaliser ça aussi. C'est ça qui est le fun là, de ce côté-là. Oui, ça c'est clair. Je veux dire, dans chacune des équipes que j'ai joué, j'ai toujours été comme un joueur d'élite, si on veut. Là, quelqu'un qui, d'habitude, on me regardait tout le temps à être un des capitaines. Puis, développer mon leadership, ça je l'ai fait. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans mon travail, c'est sûr que j'étais à Poste Canada, c'est sûr que dans mon bureau de poste, c'est sûr qu'on parle de quelque chose qui est plus administratif, peu importe, mais ils me posent des questions. Puis je prends le lead là-dessus. Puis je veux dire, dans ma vie, genre, j'essaie d'être comme la figure de proue, être le leader que j'ai déjà été dans les équipes de sport, puis être comme ça pour ma famille, pour être comme ça dans mon travail extérieur aussi. Fait que je veux dire, on développe des traits de caractère qu'on pensait pas avoir, mais qu'on a finalement, donc j'essaie de le transférer dans ma vie tous les jours. On va terminer l'entretien d'aujourd'hui parce que je veux savoir si tu pratiques d'autres sports, si tu écoutes d'autres sports, hein, parce que j'imagine que tu es embarqué dans la vibe des Raptors de Toronto. Beaucoup. Comme la plupart des Québécois ont fait. Mais je veux savoir un peu, parce qu'on te connaît comme un gars de football. Est-ce que tu pratiques d'autres sports peut-être qu'on ne saurait pas? Peut-être le tennis, le golf? Non, les sports individuels, pas beaucoup. Je dirais que, tu sais, golf, non, pool, non, whatever, mais je veux dire, moi j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans le gym, hein, veux pas, en tant qu'athlète professionnel, je veux dire, si t'aimes pas le gym, je veux dire, j'aurais pas pu me rendre là, mais chez nous, j'ai mon petit gym personnel en bas, je peux m'entraîner comme chez moi, comme que je veux, puis je continue l'entraînement comme ça, mais sinon, des sports, j'en fais pas beaucoup pour être franc avec toi, mais quand j'étais au secondaire, j'ai joué au basketball, j'ai joué au rugby aussi, j'ai fait 3 sports au secondaire, tout le long de mon secondaire, puis
je te dirais que oui, la vibe des Raptors, je l'ai suivi. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu de connexion comme ça avec la NBA puis le basketball. J'ai trippé quand la série contre les Sixers, à partir de là jusqu'à la fin, ben, je suivais les Raptors, j'écoutais des podcasts sur le basketball. Puis on dirait que je commence à reconnecter par me remettre des joueurs et tout ça. Fait que je pense que ça va être quelque chose que je vais suivre plus Parce que, puis aussi, j'imagine aussi les séries de la Ligue nationale, si ça t'intéresse au hockey. Il y a peut-être d'autres sports aussi qu'on s'intéresse plus quand ça arrive, quand c'est de plus en plus important, finalement. Pour vrai, le hockey, ça fait le contraire. Okay. Autant que je suivais ça un peu plus pendant la le passé. Ouais. Excuse-moi. Ben que même des playoffs, j'ai complètement décroché. Genre. Même je pense que la seule façon que je vais raccrocher au hockey, c'est si les Canadiens se rendent loin, mettons les séries, probablement là je dois suivre. Mais sinon, on dirait que c'est un sport que je délaisse de plus en plus. Puis on dirait que là, cette année, je me suis connecté avec le basket. On dirait que j'ai plus aimé le basket que le hockey cette année. D'habitude, je fais tout le temps mes pôles hockey, puis ça, je suis ça. Mais tu sais, encore là, j'ai fait mon pôle cette année, j'ai quand même bien performé, mais tu sais, je suivais pas ça plus qu'il fallait, genre le hockey. Mais mais tu sais, je connais les joueurs, je connais ça un peu, mais tu sais, je pense pas que je vais suivre vraiment ça. Je suis vraiment un gars de football. Basketball, probablement que je suis. En tout cas, c'est évidemment ta passion à 100%. On est très, très content de t'avoir avec nous dans la région ici. Puis pour les gens là, qui voudraient aller voir Cégep Lévis-Lauzon, là, vous êtes en période de recrutement actuellement. C'est la saison, ça commence quand habituellement? On commence notre camp d'entraînement le 4 août. Puis on va jouer, si je ne me trompe pas, le 23 août contre CNDF ici au Cégep Lévis-Lauzon. C'est un vendredi soir. Dans le fond, les équipes juvéniles n'auront pas commencé encore le football. C'est vraiment juste le football collégial qui va commencer. Donc, on va faire un gros happening ici au Cégep Lévis-Lauzon le 23 août, vendredi soir. Là, on va faire ça, un Friday Night Lights, let's go. On joue le premier game contre CNDF en plus, une grosse rivalité de la région. On a vraiment hâte pour ce game-là. Alors, l'appel est lancé, puis pour les gens là, qui voudraient peut-être avoir d'autres détails, ben à ce moment-là, je pourrais être à l'affût de tout ça pour eux. Puis si j'ai besoin d'informations, là, je pourrais t'en demander par rapport à ça. Ben merci beaucoup de t'être déplacé pour cet entretien-là, très apprécié. C'est une entrevue nouveau genre un peu qu'on essaie de faire, là, d'aller un peu plus personnel, plus voir un peu quelles ont été les motivations de tes décisions et tout de ce côté-là. C'est intéressant d'avoir ça d'un œil de quelqu'un qui a joué la game et de quelqu'un nécessairement qui est parmi nous aujourd'hui. C'est pas des athlètes professionnels qui sont pas accessibles parce qu'ils habitent loin puis tout ça. C'est tout le temps le fun d'avoir cet œil-là. Puis des fois, ça peut faire en sorte que des jeunes footballeurs veuillent prendre ça comme exemple. De suivre ce même parcours-là. Alors, merci de ton temps, puis on espère qu'on aura la chance de se reparler prochainement. De toute façon, on collabore nous autres ensemble pour un autre média. Donc, c'est sûr et certain qu'on va se revoir. Puis, en terminant, bonne chance pour ta saison. Merci beaucoup. Merci de l'opportunité de pouvoir parler. C'est toujours apprécié. Donc, bon été à tous. Merci beaucoup.